Concernant les équilibres chimiques, on a vu avant la relâche la première partie de ce chapitre-là où on a défini ce que c'était les équilibres dynamiques. On a vu comment représenter les états d'équilibre à l'aide de la constante d'équilibre qui montrait une proportion des concentrations des produits par rapport à celle des réactifs. Et vous aviez fait un exercice là, justement pour traiter de plusieurs constantes d'équilibre avec des tableaux IRE, voir comment les construire, l'activité numéro 9, donc qui était à terminer en devoir pendant la relâche. Donc, on est à peu près rendu là, où vous avez vu aussi comment utiliser le quotient réactionnel quand on ne savait pas dans quel sens évoluait la réaction. Donc, on pouvait utiliser la valeur du quotient réactionnel pour faire cette projection-là. On avait vu aussi le principe de Le Chatelier, mais on voit que je vais revenir dans un autre document, donc dans la partie 3, pour clore l'ensemble des notions à voir pour le principe de Le Chatelier. Donc ici, il sera question des équilibres chimiques, principalement les équilibres de solubilité. Donc on va commencer à appliquer ces notions-là à des réactions en particulier qu'on peut voir en solution. Donc on va aborder la solubilité et la précipitation en solution. Donc les savoir-faire associés à ça sont toujours présentés sur la deuxième positive. Donc je vous laisse consulter ça à titre de guide d'étude. Alors on commence. Pour l'équilibre de solubilité, je vais utiliser dans cette partie-là pas mal toujours la même mise en contexte environnemental pour vous situer sur une situation en fait en particulier dans laquelle on pourrait retrouver cet équilibre de solubilité-là. Donc, j'ai choisi de travailler avec le carbonate de calcium, donc la présence des ions carbonate, la présence des ions calcium dans notre environnement est très courante. Donc, ces ions-là, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, donc si on prend ici ce que vous avez comme image, c'est ici un système océanique, aquatique, où on pourrait avoir des ions calcium, des ions carbonate. Donc, quand ces ions-là se retrouvent en présence, ils peuvent soit précipiter, donc se retrouver accolés ensemble pour former du carbonate de calcium. Et donc ici, j'ai montré le milieu océanique, mais on pourrait les retrouver aussi dans le milieu aquatique plus continental, par exemple dans des ruisseaux. Donc en surface, on peut se retrouver avec du carbonate et du calcium en solution parce qu'il y en a tout simplement dans les roches. Donc, par solubilisation avec l'eau en surface, on peut en avoir dans les eaux de surface. Ça s'infiltre dans les sols. On a ça dans les eaux de ruissellement également. Puis tout ça peut éventuellement se retrouver, encore une fois, dans le milieu océanique. Donc, il y a toutes sortes de processus chimiques, même physiques, par exemple le transport de ces substances-là dans l'environnement qui peuvent être traitées là, de façon quand même assez intéressante. Donc, on va passer au travers un peu de tout ça à travers le chapitre. Donc, on s'intéresse d'abord à la dissolution de substances minérales. Donc, on peut imaginer ici, on a un sol qui est fait en carbonate de calcium. Donc, on peut imaginer que la pluie qui tombe sur ce sol-là va provoquer la dissolution des composés inorganiques qui sont dans le sol. Donc, on va aborder d'abord la dissolution, puis éventuellement, on va aborder la précipitation. Donc, on se rappelle la dissolution, ce que ça implique. Vous vous rappelez un composé ionique avec son réseau cristallin, là, son réseau 3D là, d'ions reliés les uns aux autres. Donc ici, je suis allée très simplement montrer seulement un cation et un anion qui sont collés ensemble. Bien, une fois qu'on les place dans l'eau, donc dans une grande quantité d'eau, bien, il peut y avoir solubilisation. Et pour les composés ioniques, on sait que les ions vont se séparer parce qu'ils vont s'entourer de molécules d'eau. Donc, la solvatation va faire en sorte que les ions vont être dissociés et solvatés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est très courant de voir ce genre de dissolution-là dans notre environnement. Pour toutes sortes de composés ioniques, les cas peut-être plus visuellement observables, si je pourrais dire, c'est justement la dissolution des carbonates.
parce que c'est souvent dans des endroits où on va observer une dissolution assez prononcée. On va voir des espèces de crevasses carrément là, dans le sol qui vont se créer. Ça fait ce qu'on appelle des karstes. C'est vraiment des endroits où il y a plein de fissures, de cavités, puis voire même des grottes éventuellement là, qui peuvent se former parce que les carbonates de calcium se sont dissous dans les eaux de pluie et de ruissellement. Fait que ça forme des espèces de, justement, là, de modelés qu'on appelle karstiques. Donc, ce qui se retrouve dans cette eau-là, c'est les ions calcium, c'est les ions carbonate. Donc, l'eau qui quitte ces secteurs-là est chargée en carbonate et en calcium dissous qui éventuellement vont se retrouver dans les milieux océaniques. J'ai parlé du carbonate de calcium, mais évidemment, il y a plein d'autres composés ioniques qui pourraient être plus ou moins solubles. Les carbonates de calcium dans notre environnement, c'en est un qui sont, je dis plus ou moins solubles parce que dans les faits, euh, il n'est pas si soluble que ça, parce que sinon, la quantité de pluie qui tombe, ben, à un moment donné, il n'y en aurait plus. Donc, il y a une solubilité partielle, si on veut. On va dire que ce sont des sels ou des composés ioniques peu solubles. Donc, comment on fait pour savoir si les composés sont très solubles, comme le NaCl, le chlorure de sodium, il est très soluble. Carbonate de sodium, de potassium, pardon. Le carbonate de calcium, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'est beaucoup moins. Donc, cette solubilité-là, en fait, je vous donne des règles générales qui regroupent en fait toutes les grandes classes de composés ioniques qu'on pourrait avoir. Donc, pour être capable d'anticiper un peu la solubilité, je vous ai mis ces règles-là que vous pouvez utiliser, qui sont toujours consultables là, pour savoir si un composé est soluble ou pas. C'est basé sur des valeurs de constante d'équilibre qu'on va aborder dans quelques minutes. Mais ça, c'est des généralités là, qui sont très utiles à, à consulter. En fait, à force de les consulter, on vient qu'à les connaître un peu par cœur. Là. Mais je ne vous demande pas de les mémoriser. C'est juste que, comme vous allez voir, il y en a certaines que vous allez finir par intégrer à force d'utiliser ce genre de liste-là. Donc, on dit que tous les composés de métaux alcalins, c'est ceux qui sont dans la première famille, dans le tableau périodique, donc, tous les composés qui contiennent ces métaux-là, donc sodium, potassium et compagnie, et ceux qui contiennent de l'ammonium, NH4+, sont solubles. Donc, peu importe ce qui est associé avec ces métaux-là ou cet ammonium-là, ces composés-là vont être jugés très solubles. Tous les composés qui contiennent les ions acétate, nitrate, chlorate et perchlorate sont aussi solubles. Donc, vous voyez que pour utiliser ce genre de liste-là, idéalement, il faut être un peu au fait de notre nomenclature. Donc, je vous invite peut-être à, quand vous allez prendre vos notes, peut-être retracer les formules chimiques qui viennent avec ces appellations-là pour être capable de bien retracer les composés qui sont impliqués là-dedans. Troisième règle, donc on y va en ordre de priorité. Là. Ensuite, la troisième règle, la plupart des hydroxydes sont peu solubles. Donc, on pense l'hydroxyde, c'est OH-. Exception, donc la plupart ne sont pas très solubles, donc vont avoir tendance à être sous forme solide là, aux conditions normales. Mais les hydroxydes de métaux alcalins, tels que le veut la première règle, les hydroxydes de métaux alcalins comme NaOH ou ceux de barium sont solubles. Donc du BaOH2, ça va être très soluble. Malgré que la plupart des hydroxydes soient peu solubles, il y a quand même ces composés-là qui, eux, vont être jugés comme étant assez solubles. Sinon, quatrième règle, la plupart des chlorures, bromures, iodures sont solubles, donc vont facilement solubiliser, vont avoir besoin d'une faible quantité d'eau pour être capable de passer en solution, sauf ceux qui sont associés avec les ions argent plus 1, cuivre plus 1, donc ce ne sont pas tous les ions de cuivre, seulement les ions cuivre plus 1, les ions mercure plus 2 et les ions plomb plus 2. Sinon, cinquième règle, la plupart des carbonates, donc ça c'est notre exemple d'introduction, la plupart des carbonates, des phosphates et des sulfures sont peu solubles, effectivement. On les retrouve surtout à l'état solide. Une petite quantité peut quand même se solubiliser, sauf
les composés qui sont faits évidemment avec les métaux alcalins, comme le prévaut la première règle, et ceux avec l'ion ammonium. Donc, ceux-là vont nécessairement être très solubles. Donc, un carbonate d'ammonium ou un carbonate de potassium, ben, c'est très soluble. On peut en mettre une grande quantité dans l'eau. Et finalement, la plupart des sulfates sont solubles, comme dans les engrais, là, on retrouve souvent des sulfates. Donc, la plupart sont solubles, sauf ceux qui sont faits avec les ions argent, barium plus 2, calcium, mercure et plomb plus 2. Donc, au besoin, une liste comme celle-là vous serait fournie pour que vous puissiez la consulter et connaître une solubilité relative des substances. Donc, on va aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce qu'on entend par solubilité. Là, je dis plus soluble, moins soluble. Bien, on va se donner des outils pour être capable de savoir justement comment on fait pour dire ce plus ou moins-là. Donc, on va aller étudier